Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Cessez-le-feu, nom masculin invariable, arrêt des combats dans une guerre, synonyme trêve. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le Larousse Junior, 7-11 ans. Mais vraisemblablement tout le monde n'a pas eu la définition. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 20 octobre et aujourd'hui nous prenons des nouvelles de Gaza qui a été replongée dans la violence ce week-end après seulement 10 jours de trêve. Ce dimanche 19 octobre, Israël a lancé plusieurs frappes meurtrières sur l'enclave, 120 au total sur 83 cibles revendiquées. La défense civile palestinienne fait état d'au moins 45 personnes tuées dans ces bombardements. Israël, qui fait état de la mort de 2 de ses soldats, a justifié cette reprise des combats en réponse, je cite, à la violation flagrante du cessez-le-feu par le Hamas. Le média d'investigation indépendant Dropsy News a révélé que pourtant la mort de ces 2 soldats aurait en réalité été provoquée par une détonation d'une munition non explosée. De son côté, le Hamas réfute en bloc et accuse Tel Aviv d'inventer des prétextes pour reprendre son offensive à Gaza. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, c'était le 10 octobre dernier, Israël aurait violé la trêve à 80 reprises. Au moins 97 Palestiniens auraient été tués et 230 autres blessés. Après ce week-end de bombardement, finalement dimanche soir, revirement de situation, Israël a annoncé mettre fin à ses opérations et reprendre l'application du cessez-le-feu, mais avec un message aussi clair que glaçant, au moindre tir, la riposte de Tsahal sera ferme. Alors ce nouvel épisode de violence en Palestine trouve son écho dans les récentes déclarations de Benyamin Netanyahou, qui ne cesse de dévoiler sa volonté de faire perdurer la guerre d'anéantissement qu'il mène à Gaza. Samedi, il affirmait encore que la guerre ne s'achèverait qu'avec le désarmement du Hamas, une ligne dure qui s'ajoute aux tensions déjà vives autour d'un autre point sensible, l'échange des dépouilles. En effet, ce qui devait être un simple volet de l'accord de cessez-le-feu s'est transformé en bras de fer. Samedi soir, 2 nouveaux corps d'otages ont été remis aux forces israéliennes par la Croix-Rouge internationale. À ce jour, si le Hamas a respecté le calendrier pour la libération des otages vivants, il n'a été en mesure de restituer que 12 des 28 corps attendus. Une situation qui a immédiatement déclenché la colère de Jérusalem. Benyamin Netanyahou a ordonné de maintenir le passage de Rafah fermé jusqu'à nouvel ordre, une nouvelle violation du droit international et une punition collective de plus pour le peuple palestinien qui souffre de la famine depuis des mois. Sur le terrain, les ONG parlent de blocage volontaire et d'asphyxie organisée. Elsa Softik, adjointe au directeur des opérations de l'ONG Première Urgence Internationale, s'est confiée à nos confrères de RFI, je la cite, « Pour être très honnête, nous n'étions pas très confiants dans le fait que le cessez-le-feu soit durable. On a vu que malgré la signature du cessez-le-feu, il n'y avait pas d'aide humanitaire qui entrait, nos camions étaient refusés, la procédure d'enregistrement des ONG est extrêmement contraignante et on en attend toujours des résultats de la part des autorités israéliennes. On pense que leur but est de nous silencier, de nous faire sortir de la bande de Gaza et qu'on ne puisse plus témoigner de ce qui s'y passe, dit-elle. Cette décision a été évidemment vivement critiquée par le Hamas, qui souligne qu'elle retarde mécaniquement la récupération des dépouilles, puisqu'elle bloque l'entrée des équipements spécialisés nécessaires pour leur recherche. Elle alimente aussi la colère du mouvement, déjà choqué par les 135 corps de prisonniers palestiniens restitués par Israël. Selon le Hamas, ces corps, livrés sans le moindre nom, sont défigurés et marqués par la torture, un constat que partage l'ONG palestinienne Club des prisonniers. Pour eux, les marques de torture sont claires, ecchymoses, fractures, brûlures par électrocution, mais aussi par des produits chimiques. Plusieurs corps portent des traces de liens aux poignets et aux chevilles et d'autres des traces de balles dans la tête. L'ONG poursuit, on a constaté aussi des violences sexuelles,
Beaucoup de ces corps étaient recousus, mais il nous est difficile de déterminer si des organes ont été prélevés. Néanmoins, il apparaît que des abdomens de certains corps ont été remplis avec du coton. Face à la situation sanitaire déplorable à Gaza, une partie des corps identifiés a déjà été enterrée par leurs proches. L'ONG s'inquiète. Les familles n'ont d'autre choix que d'enterrer ces corps et avec eux les preuves. Ce que nous demandons, c'est l'aide internationale afin d'obtenir l'équipement pour les conserver, puis procéder au plus vite à de véritables analyses médico-légales, car l'on parle ici de potentiels crimes de guerre commis par Israël. Une requête qui risque de rester lettre morte. De son côté, Israël balaie, comme toujours, ses accusations de torture et fustige la propagande du Hamas. Alors que Gaza est de nouveau sous le feu des bombes, Donald Trump, lui, assure que tout va bien. Interrogé à bord de son avion présidentiel, le président américain a affirmé que le cessez-le-feu qu'il a lui-même contribué à négocier était, je cite, toujours en vigueur. Apparemment, dans l'univers de Trump, un cessez-le-feu peut survivre à une centaine de bombes, larguées notamment sur des civils, dont des enfants et un journaliste. On en apprend tous les jours. Washington affiche donc toujours un soutien indéfectible à Tel Aviv, sans exercer aucune contrainte sur le gouvernement. La semaine dernière, le département d'État a accusé le Hamas de préparer des attaques contre les civils pour justifier d'éventuelles représailles. En réaction, Donald Trump a écrit sur son réseau social « Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer », sans préciser toutefois qui ce « nous » désigne exactement. Alors que la première des 3 phases du plan Trump touche à sa fin, Israël s'emploie déjà à verrouiller la suite, la fameuse phase 2, censée amorcer le désarmement du Hamas et le désengagement progressif de l'armée israélienne. Alors ça s'annonce tout sauf comme une avancée vers la paix, car du côté de Tel Aviv, l'objectif est clair, retarder les discussions, geler tout processus réel de retrait et créer sur le terrain les conditions d'un blocage permanent. Les ministres ultranationalistes de la coalition de Benyamin Netanyahou ne relâchent évidemment pas la pression. En première ligne, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, qui a fixé un ultimatum à son propre Premier ministre, démanteler le Hamas et instaurer la peine de mort pour les terroristes, selon ses mots. À défaut, il a prévenu que son parti, une formation d'extrême droite radicale, se retirerait du gouvernement. Une option évidemment inenvisageable pour Netanyahou, qui risque, on le rappelle, la prison pour corruption. Du côté de Benyamin Netanyahou, justement, on continue à entretenir soigneusement le flou pour jouer sur tous les tableaux. Le Premier ministre israélien l'a répété sans détour, pas question d'un retrait complet de son armée, malgré ce qu'impose pourtant le plan Trump. Il entend maintenir une présence militaire à l'intérieur même du territoire palestinien, sous couvert d'une zone tampon le long du corridor Philadelphie, cette bande frontalière qui relie Gaza à l'Égypte. En d'autres termes, Gaza resterait une prison à ciel ouvert, simplement un peu redessinée. Et pendant que les bombes pleuvent et que les négociations s'enlisent, Benyamin Netanyahou, lui, pense déjà à la suite. Le 18 octobre, il a confirmé sa candidature à un nouveau mandat de Premier ministre. 18 ans de pouvoir derrière lui, des milliers de morts à Gaza, un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et des procès pour corruption qui s'entassent, et la certitude, selon lui, d'être réélu malgré tout. La paix attendra. Et en face, le Hamas campe sur ses positions. Le mouvement affirme ne pas vouloir gouverner la bande de Gaza dans le futur exécutif envisagé dans le plan Trump, mais rejette catégoriquement toute idée de désarmement. Interrogé par Reuters, Mohamed Nazal, membre du bureau politique du Hamas, a résumé l'impasse d'une phrase « Désarmement ? Tout dépend du projet. À qui ces armes seraient-elles remises ? Une question rhétorique, presque ironique, qui souligne l'absurdité d'un plan fondé sur une reddition unilatérale. Même les solutions intermédiaires, comme un désarmement progressif sous supervision égyptienne ou turque, reste incertaine. Sans mécanisme de contrôle clair et sans coopération du Hamas, toute tentative de démilitarisation risque de rouvrir la voie aux hostilités. Et en toile de fond, le retrait israélien reste lui aussi suspendu à ses conditions, laissant Gaza dans un entre-deux dangereux, ni réellement pacifié, ni totalement sous contrôle, et toujours sous la menace permanente de nouvelles violences.
Comme nous ne cessons de l'affirmer ici, le plan Trump n'a jamais été un plan de paix, seulement un plan de survie politique pour deux hommes, Donald Trump et Benjamin Netanyahou. L'un y voit un trophée diplomatique à brandir avant la présidentielle américaine, l'autre une bouée pour se maintenir au pouvoir malgré la colère de la rue et les procès qui l'attendent. Sous couvert de désarmement et de sécurité, Israël garde en fait la main sur chaque mètre de la bande de Gaza, chaque camion d'aide, chaque souffle d'air qui circule. Et pendant qu'on parle de cessez-le-feu, les morts, eux, s'empilent, les otages s'échangent comme des marchandises et la promesse d'une paix durable s'éloigne encore un peu plus. Les fausses promesses du plan Trump auront tenu aussi longtemps que les trêves qu'elles étaient censées garantir, à peine quelques jours. Netanyahou est connu pour ne pas respecter sa parole, on l'a bien vu après le cessez-le-feu de janvier, déjà négocié par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. À peine quelques semaines après sa signature, Israël l'avait déjà piétiné sous les prétextes aussi fragiles que commodes. Derrière les grands discours, rien n'a donc changé, sinon la certitude tragiquement répétée que tant que les puissants joueront à la paix pour mieux préparer la guerre, Gaza restera un champ de ruines et le mot accord, une insulte de plus faite à la vérité. Et on reste dans l'actualité internationale. La droite fait son retour au pouvoir en Bolivie après 20 ans de socialisme. Enfin, très exactement, le centre-droit. Après le dépouillement de près de 98% des bulletins, Rodrigo Paz, un économiste de 58 ans, a recueilli 54,6% des voix selon le tribunal suprême électoral. Son adversaire, lui, obtient 45,4% des suffrages. Cette élection consacre la chute spectaculaire du mouvement vers le socialisme, la formation d'Evo Morales, reléguée à 3% des suffrages. L'ancien président, empêché de se présenter, a dénoncé, je cite, une élection confisquée par les élites et a appelé ses partisans à voter nul, des bulletins qui ont atteint près de 20%, un record depuis 2002. Alors tout ceci arrive dans un contexte de crise économique aiguë en Bolivie, la pire depuis 20 ans. L'inflation y atteint les 23%. Rodrigo Paz a, lui, fait campagne en défendant le capitalisme pour tous sur un fond de rigueur budgétaire. Les craintes, notamment de l'ancien président Evo Morales, sont que la Bolivie aille chercher les crédits du côté du FMI et de la Banque mondiale, ce qui obligerait le pays à privatiser les ressources naturelles, notamment le gaz, qui constitue pour l'État une importante manne d'exportation. L'autre crainte peut légitimement venir des États-Unis. Marco Rubio a en effet félicité le nouveau président élu et a ajouté que son pays était prêt à coopérer avec la Bolivie sur des questions comme la sécurité régionale, les investissements et la lutte contre l'immigration illégale. Une déclaration qui illustre le virage diplomatique à venir. La Bolivie de Paz devrait se rapprocher de l'Occident après des années d'alliances stratégiques avec le Venezuela, Cuba, la Chine, la Russie ou encore l'Iran. Rodrigo Paz prendra officiellement ses fonctions le 8 novembre prochain. Héritier d'une vieille dynastie politique, il se veut l'homme du renouveau. Reste que ce dernier ne dispose pas de majorité parlementaire avec 49 députés et 16 sénateurs sur un total de 130 élus à l'Assemblée. Pour gouverner, il devra donc nouer des alliances fragiles, notamment avec les partis centristes et conservateur, sous peine de voir son agenda réformateur paralysé dès les premiers mois. Il y a comme un air de déjà-vu. On continue avec le Maroc qui tente de répondre à la grogne de sa jeunesse. Hier, le gouvernement a annoncé une série de projets de loi visant à encourager la participation politique des jeunes et à renforcer les secteurs sociaux, alors que le pays connaît depuis fin septembre un mouvement de contestation mené par le collectif Gen Z 212. Concernant l'accès aux champs politiques, pour les jeunes, le projet prévoit de simplifier leurs conditions de candidature aux élections et d'accorder des aides couvrant jusqu'à 75% des frais de campagne électorale. Un autre projet de loi vise à moderniser les partis politiques, améliorer la transparence et encourager la participation des femmes et des jeunes à leur création et leur gestion. Le gouvernement marocain a aussi annoncé vouloir faire un effort budgétaire dans des domaines sociaux, le cœur des revendications de la jeunesse.
L'équivalent de 13 milliards d'euros seront consacrés à la santé et à l'éducation, avec la création notamment de plus de 27 000 postes en faveur de ces deux secteurs. De nouveaux centres hospitaliers universitaires seront mis en service à Agadir, dans le sud du pays, mais aussi au Sahara occidental. Et 90 hôpitaux feront également l'objet d'une rénovation selon le projet de loi Finances 2026. Ces annonces interviennent dans un contexte social tendu, on l'a dit. Les manifestants réclament des réformes structurelles et une lutte réelle contre la corruption, symbole d'un écart grandissant entre les élites politiques et les plus jeunes générations. Le mouvement de la jeunesse marocaine a tout de même été durement réprimé, il faut le dire. Plusieurs manifestants ont même été condamnés à de lourdes peines de prison ferme. À voir donc si ces projets de loi suffiseront à calmer la colère sociale. Retour en France, et les prochains jours et prochaines semaines d'ailleurs s'annoncent tendus à l'Assemblée nationale. Le projet de loi Finances 2026 a débarqué ce matin en commission des finances. Un débat parlementaire qui intervient dans un climat de tension politique exacerbé. À cela s'ajoutent des délais très courts puisque Sébastien Lecornu a promis un budget d'ici le 31 décembre 2025, tout en jurant ne pas recourir au 49.3. Le tout sous la pression des agences de notation. Standard & Poor's a, vendredi dernier, abaissé la note de la France de AA- à A+, au prétexte que la baisse du déficit sera plus lente que prévu et que la dette publique continuera d'augmenter d'ici 2028. Du coup, chaque député y va de son petit amendement pour soit tenter d'infléchir la ligne austéritaire et néolibérale du gouvernement, soit la rendre encore plus austéritaire et néolibérale. Choisissez votre camp. Jusqu'ici, pas d'énormes changements, si ce n'est l'adoption de l'amendement du député Lyotte Charles de Courson, qui propose de réintroduire l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les foyers les plus modestes, ou encore la défiscalisation des pensions alimentaires proposée par le député PS Philippe Brun. L'impôt exceptionnel sur les hauts revenus devrait également être prolongé. Les députés ont donc jusqu'à mercredi pour amender le volet recettes du projet de loi finances et le texte doit ensuite arriver en plénière vendredi prochain, le 24 octobre. Le vote est prévu quant à lui le 4 novembre, après quoi commencera l'examen du budget de loi de financement de la sécurité sociale. Et soyez assurés que le média répondra présent pour suivre cette actualité économique et parlementaire sous haute tension. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média était auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Mais aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne, avec ses quand même quelques 12 millions de téléspectateurs potentiels. Et le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Et alors vous, si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Et si vous voulez nous aider à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet ou simplement à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.